101 14 14 14, prix d'un appel local. Merci de nous choisir. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Casamance d'abord, le MFDC veut une paix définitive et inclusive. Cette paix doit passer par des négociations et l'implication de tous les acteurs du processus en cours. C'est le sentiment exprimé lors de la rencontre de Mongone dans le Bignona. Le nouveau code de la presse sera voté dans 6 mois. Une annonce du secrétaire d'État à la communication, Yaham Mbaye, dans ce midi. Disparition de Cheikh Anta Diop il y a 31 ans, quand le pharaon du savoir a tiré sa révérence. Ses œuvres seront introduites dans les programmes d'enseignement au Sénégal. Les acteurs de l'école s'en félicitent. Une des victimes de Boy-Guinée se signale à nouveau, Papis Konaté, à qui Modou Fall a volé 42 millions de francs CFA, dénonce les lenteurs du dossier que la justice est en train de traiter. Et puis en politique, l'Alliance démocratique Pencho vers l'implosion. Des militants de cette formation veulent la tête de leur leader Moussa Tine. Ils ont décidé de convoquer un conseil national pour le destituer. L'actualité internationale, bonjour Sohnana Tambaye. Bonjour Antoine Diouf. Les titres. Nous parlerons du sommet G5 Sahel qui s'est tenu hier à Bamako. Une force militaire sera mise sur pied. Grosse interrogation, pourquoi le Sénégal n'en fera pas partie? Le docteur Bakary Samb estime que notre pays a le devoir d'être impliqué et mettre de côté les problèmes de leadership entre États voisins. Au Rwanda, près de 200 policiers ont été licenciés. Ces officiers de différents grades sont accusés de corruption. Les titres sport avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Antoine Diouf et bonjour à tous. Tournoi de qualification à l'afro-basket masculin prévu au mois d'août prochain. Le Sénégal s'y prépare déjà et doit jouer contre 2 nations, notamment le Mali et la Guinée. Vous entendrez le directeur technique national sur la question. Nous allons aussi parler des phases préliminaires, la coupe des coupes africaines en coupe CAF et en coupe en Ligue des champions plutôt. Nyari Tali et l'équipe de l'Union sportive de Gorée vont représenter le Sénégal à compter de ce week-end. Et puis pour terminer, nous allons nous intéresser aux compétitions en Europe, notamment avec les championnats et les coupes nationales. Point de vue sur la flambée des prix des denrées de première nécessité, c'est vers 12h30 avant cela, la chronique de Papa Sambakan. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. La paix, oui, la paix, c'est la ferme volonté des responsables du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Ils l'ont fait savoir hier lors d'une rencontre qui s'est tenue à Mongone dans le département de Bignona. C'était en présence des membres du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Et selon le MFDC, cette paix définitive et inclusive doit passer par des négociations et l'implication de tous les acteurs du processus. Voici un des membres du GRPC qui a assisté à la rencontre de Mongone. Ibrahim Amadjeme, joué par El Hadj Ndiogou-Diena. Ils sont aujourd'hui convaincus que seule une démarche vers la paix qui va avoir 3 axes fondamentaux qui sont: le premier, c'est d'abord une retrouvaille du mouvement dans son intégralité. Deuxièmement, la préparation de dossiers pour aller vers les négociations. Troisièmement, maintenant, la tenue des assises inter-MFDC. Et enfin justement, une implication personnelle du président du GRPC, Robert Sagna, mais également avec toutes les autres dynamiques de la population de Casamance pour pouvoir aller vers la paix définitive. L'MFDC est miné par des divisions avec plusieurs clans et plusieurs chefs. Est-ce que cela ne risque pas de compliquer la recherche de la paix? Non, nous ne croyons pas, parce que de toute façon, nous sommes aujourd'hui dans une logique d'aller rencontrer tous les différents chefs de cantonnement et également avec la présence des populations civiles, n'est-ce pas, qui les accompagnent. Et nous pensons qu'à force de se parler, on finira par trouver une solution.
On aura noté une longue accalmie en tous les cas dans le sud du pays depuis maintenant 4 ans au moins. Ce qui s'est passé à Mongone a été salué par les organisations de la société civile locale qui s'activent dans la recherche de la paix. Par ailleurs, elles souhaitent que les actions du GRPC s'étendent aux autres factions du MFDC. Ziguinchor, Lamine Ba. Dans un communiqué conjoint publié en date du 4 février à Mongone, signé Pape Essonko et Nouadjemé au nom du MFDC et Robert Sagna au nom du GRPC, il est indiqué que la section du mouvement indépendantiste du camp de Djakaï s'engage à œuvrer en faveur d'une réunification du MFDC en vue de préparer le processus de négociation avec le gouvernement pour la signature définitive d'un accord de paix. Cette position réconforte en ce sens qu'elle traduit une volonté du MFDC d'aller vers la paix selon Henri Ndeki, coordinateur du mouvement dynamique de paix en Casamance. C'est une chose à saluer. Car aujourd'hui, toute initiative allant dans le cadre de l'apaisement, toute initiative allant dans le cadre du rapprochement des acteurs, toute initiative allant dans le cadre de booster le processus de formalisation du processus de paix en Casamance est le bienvenu. L'organisation de la société civile qui s'active dans la recherche de la paix estime que les initiatives ne doivent pas seulement être circonscrites au camp de Djakaï. Elle est d'avis qu'il faut les étendre aux autres factions du MFDC pour une dynamique plus inclusive. Henri Ndeki. Comme ils ont commencé avec Djakaï, nous souhaitons également que ce soit avec l'ensemble des autres acteurs du MFDC. Le MFDC a déjà commencé parce qu'à l'interne, pour certaines de la faction, eux ils ont commencé. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs doivent féliciter cela, mais également encourager l'État, le MFDC à vraiment aller vers une action rapide. Plusieurs communiqués similaires ont été publiés de par le passé par le MFDC pour manifester sa volonté d'aller vers la table de négociation, mais celui-ci a la particularité d'être pondu après le départ du président Djamé. Traduit-il une réelle volonté des combattants d'aller vers la table de négociation ou s'agit-il d'un autre communiqué de plus? La question reste en suspens pour beaucoup d'observateurs de la crise casamançaise. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Il est 12h06 à Ziguinchor, 12h06 partout au Sénégal. Et vous suivez le grand journal sur l'ensemble du réseau de la RFM. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. On l'attend depuis lors et il tarde toujours, mais sachez que le nouveau code de la presse sera voté dans 6 mois si l'on se fie aux propos du secrétaire d'État à la communication. Yakham Mbaye ajoute que le processus pour l'adoption de ce code est dans sa phase terminale. Il était l'invité d'RFM Matin. El Hadj Ndiogou Diène. Les derniers obstacles levés, le consensus trouvé, le nouveau code de la presse est en passe d'être adopté dans les mois à venir. Yakham Mbaye est le secrétaire d'État à la communication. Vous vous souvenez du séminaire de Sali. Après ça, il y a eu une phase de réécriture, d'ajout des amendements, en fait, essayer de parfaire l'œuvre. Et je pense que je peux vous dire que fin décembre dernier, le projet a été transmis au gouvernement. Donc je pense après cette étape, donc ce sera la phase législative. Je pense que donc d'ici au plus tard 6 mois, c'est-à-dire pour faire large, donc ce nouveau code de la presse devrait être dans les normes votées, étant entendu que le pouvoir exécutif n'est pas maître de l'agenda du pouvoir législatif. Toutefois, ce code sera voté sans la disposition relative à la dépénalisation ou déprisonnalisation des délits de presse. Un point qui a fait achopper les discussions pendant très longtemps. Le secrétaire d'État à la communication salue l'esprit de dialogue et de dépassement des acteurs. Que ça soit au niveau du syndic, que ça soit au niveau du patronat de la presse et des autorités, de la société civile, tous les acteurs se sont rendus compte qu'il fallait mettre de côté ce principe de la déprisonnalisation ou de la dépénalisation. Depuis 9 ans, le nouveau code de la presse peine à être voté à cause de divergences sur des questions comme la dépénalisation. Mais l'État et les professionnels des médias ont pu accorder leur violon à l'issue d'un atelier tenu à Sali en septembre dernier. Le nouveau code devra conduire à l'assainissement du milieu de la presse. Le nouveau code de la presse est très attendu. Ce 7 février marque le 30e anniversaire de la disparition du professeur Cheikh Anta Diop. Le grand savant, égyptologue, anthropologue et historien a consacré sa vie à la valorisation de la civilisation africaine. Le professeur Cheikh Anta Diop a pu démontrer à travers une démarche scientifique que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Selon lui, la civilisation occidentale est héritière d'une civilisation noire venue du Nil, pour
pour marquer l'anniversaire de la mort du professeur Cheikh Anta Diop. Ses disciples se sont donné rendez-vous aujourd'hui à Kéitou pour se recueillir sur sa tombe. Les œuvres de Cheikh Anta Diop seront introduites dans les programmes d'enseignement au Sénégal à partir de 2018. Bonne idée, pensent élèves et enseignants du lycée Abdoulaye Sadji Rufisque. Reportage Isidore Alexandre Sen. Ndeyteg et Cheikh Sadibou sont tous en classe de terminale. Voici ce qu'ils retiennent de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Je sais que c'était un savant qui s'est engagé pour le développement de l'Afrique, pour que les Africains ne soient pas des inférieurs aux Européens. Les deux élèves saluent l'idée d'introduire l'œuvre de l'enfant de Kéitou dans les enseignements. Je pense que apprendre les civilisations africaines comme ce que Cheikh Anta Diop a incarné est une très bonne chose. J'apprécie cette idée parce que je pense qu'on doit introduire Cheikh Anta Diop dans les programmes du lycée. En réalité, le nom de Cheikh Anta Diop a toujours été évoqué dans les salles de classe, sauf qu'il fallait y mettre les formalités d'après Ousseynou Seck, professeur d'histoire et de géographie au lycée Abdoulaye Sadji. Dans le programme de seconde, comme je l'ai dit, toute la première partie est axée sur l'Égypte, sur l'Afrique orientale. Or, l'essentiel des travaux de Cheikh Anta Diop tourne autour de l'histoire de l'Égypte et de l'égyptologie. Voilà, il faut formaliser tout simplement et déterminer effectivement des horaires et des plages qui nous permettent d'insister encore sur sa biographie. L'œuvre du savant est tellement immense qu'il est difficile de connaître ses travaux. Le professeur magnifie la volonté politique d'intégrer à partir de 2018-2019 les enseignements de Cheikh Anta Diop. Même à l'université actuellement, vous posez des questions à des étudiants, ils ne connaissent pas l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Ils connaissent le nom, la personne, mais l'œuvre, ils ne connaissent pas. Donc il ne manquait que la volonté politique. Maintenant que les gens l'ont, on attend. Enseignants et élèves se réjouissent de la décision du gouvernement de faire en sorte que l'œuvre de Cheikh Anta Diop figure dans le programme. D'ailleurs, nos interlocuteurs attendent d'autres mesures qui tendent à faire connaître les illustres hommes et femmes qui ont marqué l'histoire du Sénégal et de la civilisation noire. Isidore Alexandre Sen, Rufisque, RFM. Papis Konaté veut son argent. La victime de Boy Djiné qui a perdu 42 millions de francs CFA dans un cambriolage est toujours à l'écoute de la justice depuis que Modou Fall lui a volé cette forte somme. Papis Konaté demande à la justice d'accélérer la procédure qu'il juge lente. Il s'est confié à Barthélémy Ngom. Ce qui m'étonne, ça fait 13 mois que je suis en train d'attendre. Vous savez que cet argent-là est un outil de travail. C'est un outil de travail avec qui je travaille. Donc, du coup, ça me freine toute la vie. Je suis là en train d'attendre. Ça fait 13 mois que j'attends et que tout le monde attend et que les choses nous tombent dessus. Parce que les fournisseurs, ils n'attendent pas, c'est des capitalistes. En fait, moi, ce que je vois, c'est que c'est de l'argent. C'est de l'argent qu'il a dérobé. Quand il dérobe de l'argent, en fait, le problème qui se pose, c'est que soit il donne l'argent ou qu'il nous édifie, qu'on nous dise, vous avez perdu votre argent, maintenant c'est fini. Vous n'avez plus, il faut plus attendre quelque chose. N'attendez plus rien de Boy Djiné. À la limite, qu'on nous dise exactement ce qu'il en est. Parce que nous, en fait, on croit à cette justice qui dit qu'on va attendre, peut-être qu'on aura quelque chose, peut-être qu'on sera remboursé. C'est ça qui me fait, moi, c'est ça qui me fait mal. Boy Djiné, il a fait combien de mois? Il a fait 2-3 mois en Gambie. Il était bien aisé, bien nourri. Il avait tout ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il consommait? C'est de l'argent qu'il consommait. Mais ce qui est sûr, à mon humble avis, il ne peut pas tout finir en un jour ou en 3 mois. Donc, il doit avoir de l'argent avec lui. Papis Konaté, victime de Boy Djiné à Louga. Les femmes ont commencé à recevoir leur financement après une longue attente. Un premier jet de 85 millions de francs CFA leur a été accordé. C'est après avoir reçu une formation dans différents métiers. Correspondance à Louga, Abdoulaye Sambou. Longtemps sevrés de financement, les femmes de la commune de Louga ont commencé à signer le contrat de financement après avoir reçu une formation dans leur métier d'origine. Au total, un premier jet de 3500 femmes ont été financées à hauteur de 85 millions de nos francs sur une enveloppe de 200 millions. Madame Doy Bintou Sissoko est la présidente du réseau des femmes pour l'émergence de Louga. Suite à ces formations, on a terminé la formation pour les quartiers de Algérie Nord, Algérie Sud, Montagne Nord, Montagne Sud, Medina Salam 1 et 2 et 3, et ensuite Ndiangfal et Kessenlouga Est. Donc j'ai terminé de faire la formation avec ces femmes-là. Suite à ça, donc aujourd'hui, ils ont signé les contrats de prêt pour leur financement pour la commune. Pour les groupements que j'ai devant moi, j'ai au moins 150 groupements, dont chacune est présidente de groupement. Il y a derrière elle 50 membres ou 100 membres. Aujourd'hui, on a envoyé presque les 3500 femmes. Donc on va financer à hauteur de 85 millions pour la commune. C'est une enveloppe financière de 200 millions pour l'instant, mais le ministre maire veut augmenter cette enveloppe. Mais
Une précision de taille. Ces financements sont destinés à toutes les femmes de Louga, nous dit Madame Doye. L'objectif de ces financements, c'est pour le développement économique et l'autonomisation des femmes. On veut que vraiment que ces femmes soient, les financements de Moustapha Diom, c'est pour toutes les femmes sans distinction aucune. Mais pour l'appartenance des femmes qui sont avec Moustapha, donc j'ai décidé de faire la formation d'abord, les réunir en unité, pour qu'ils puissent avoir un développement durable et meilleur. Il faut dire que les femmes du département de Louga ont déjà reçu le financement avec 5 millions pour sa commune. Abdoulaye Sambou Louga, Radio Futur Média. Un grand jour pour les personnes en situation de handicap au Sénégal. Elles se sont déplacées en masse ce matin pour répondre à l'appel de Dakar à Demdik. C'est aujourd'hui que des handicapés recrutés par la société de transport sont présentés au grand public, soulagés, heureux de se sentir enfin citoyens à part entière. Anna Rocha est allée à leur rencontre. Son reportage lors de nos prochaines éditions. À RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. C'est la session qui s'annonce à l'Alliance démocratique Pencho dirigée par Moussa Tine. Et ce sont des responsables de cette formation qui ont décidé de convoquer un conseil national pour destituer leur leader. Ils accusent Moussa Tine de rouler pour Khalifa Sall, le maire de Dakar, au moment où l'Alliance démocratique Pencho est dans Benno Bokk Yakaar. Surtout ça, écoutons Aliou Sow. Il est le responsable du partenariat et des relations extérieures de l'ADP. Il est joint par El Hadj Daouda Diouf. Pendant 6 mois, après, normalement, il devait y avoir un congrès. Et je vous rappelle, depuis juillet 2010, on avait prévu donc de faire un congrès. Et depuis, Moussa Tine refuse absolument de se présenter dans une réunion pour éventuellement préparer un congrès ou au moins un conseil national pour voir un petit peu comment on pourrait faire avancer ce parti-là. Et depuis, il ne se passe rien. Entre-temps, je peux le comprendre qu'il puisse obtenir du boulot parce que Khalifa Sall a été donc pour la première fois élu donc maire de Dakar. Donc il est parti à ses côtés. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, nous voulons qu'il nous rende notre parti, tout simplement. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale présentée par Sorna Nantambaye. Bienvenue Sorna. Merci Antoine. Le sommet du G5. Comment expliquer la non-intégration du Sénégal? Ce n'est pas la première fois, Antoine, que le Sénégal rate une rencontre de ce genre. Une sorte d'absurdité vu la position géostratégique du pays. Pour le docteur Bakary Samb, le Sénégal se doit d'intégrer le G5 Sahel et faire preuve de dépassement, surtout avec la force qui va être mise sur pied pour lutter contre le terrorisme. Docteur Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute, que je vous propose d'écouter. Il y a eu déjà des précédents où le Sénégal était encore un absent lors de l'élaboration de cadres régionaux de coopération sur la question de la sécurité. Notre pays ne peut pas se permettre, au risque de s'isoler, d'être absent de ce cadre qui est devenu le G5 Sahel et qui est performant. La réunion de mai 2015 à Niamey avait donné naissance à la création de la cellule régionale de prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation. Je pense que notre pays gagnerait à intégrer complètement le G5 Sahel, ne pas même se suffire d'un poste observateur. Il y va de la cohérence dans la gestion des politiques de sécurité. Aucun pays tout seul ne peut combattre le terrorisme, aucun pays tout seul ne peut mettre en place un cadre performant pour lutter contre ces menaces qui nous entourent aujourd'hui. Je pense, et c'est normal, qu'il y ait eu au début des rivalités lorsqu'on sait que la Mauritanie a quitté la CEDEAO et dans le G5 Sahel et dans d'autres pays, il y a des questions de leadership et de positionnement, ça c'est normal dans toute organisation, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit dépasser ces querelles-là, on doit dépasser ces états d'âme. Nous avons bien vu le Maroc, par exemple, qui a trouvé son intérêt à rejoindre l'Union africaine malgré la présence de la RASD. Donc aujourd'hui, le Sénégal doit faire preuve de dépassement et intégrer ce cadre-là. Maintenant, le blocage se situe au niveau du Sénégal ou pas, ça c'est une question à élucider certainement. Sur cette affaire, pas de commentaire des officiels sénégalais. Nous avons tenté de joindre le ministre des Affaires étrangères sur la question, mais en vain.
Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, ce sont les 5 pays donc qui constituent le G5 Sahel. Ces pays se sont retrouvés hier à Bamako. Selon Idriss Déby, la force va permettre aux pays sahéliens de régler eux-mêmes leurs problèmes en matière de sécurité. Tout d'abord, il est question de sécuriser les frontières entre les pays face au terrorisme et au trafic de drogue. Le président tchadien a aussi sollicité une aide aux pays européens pour des équipements. Au Bénin, beaucoup de commentaires et interrogations après l'interdiction des prières du vendredi dans la rue. La décision a été prise par le ministre de l'Intérieur. Il a déclaré, je cite, « Il ne sera plus permis d'occuper indéfiniment la rue pour les prières du vendredi ». Fin de citation. Des voix se sont élevées pour dénoncer la mesure. Le ministre ajoute toutefois qu'une occupation temporaire, juste le temps de la prière, est tolérée. Ceci jusqu'à ce que de nouvelles mosquées soient construites ou jusqu'à la réalisation de travaux d'agrandissement des lieux de culte existants. Nigeria, l'état de santé du président Buhari, objet de toutes les rumeurs. Dans la capitale administrative, on s'interroge. Le président Buhari, en vacances au Royaume-Uni, devait rentrer depuis dimanche, mais son retour a été repoussé pour raisons médicales. Il va rester à Londres en attendant les résultats d'une série d'examens médicaux. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, le gouvernement a du mal à rassurer sur l'état de santé du dirigeant. Le principal parti d'opposition déclare que les Nigérians ont le droit de savoir. Le pays ne veut pas vivre le même scénario qu'en 2010. Le président de l'époque, Umaru Yar'Adua, avait été emporté par une maladie rénale longtemps cachée au public. En République démocratique du Congo, le corps d'Étienne Tshisekedi attendu au plus tard ce vendredi. Une information des responsables du parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec l'arrivée de la dépouille, le programme définitif de l'hommage national à Étienne Tshisekedi sera connu. L'enterrement pourrait avoir lieu le dimanche. Le gouvernement, lui, veut organiser des funérailles dignes d'un premier ministre, une fonction occupée par le défunt opposant au début des années 90. Et pour boucler, le Rwanda, une affaire de corruption secoue la police de ce pays. Près de 200 policiers ont été tout bonnement licenciés. Le gouvernement veut matérialiser le slogan « Pas de pitié pour un officier corrompu ». Les policiers de différents rangs et grades ont été renvoyés pour diverses pratiques. Daoud Diouf. Ces licenciements sont intervenus la semaine dernière et selon le commissaire adjoint de la police rwandaise, les fautes auxquelles ces 198 policiers sont liés s'appellent les valeurs fondamentales de la force et vont à l'encontre de la politique nationale. Pour le commissaire Théos Badej, la transparence, la responsabilité, la sauvegarde de l'état de droit et l'intégrité entre autres valeurs fondamentales doivent définir la conduite professionnelle de chaque agent de police tout en servant efficacement les populations. L'officier de police martèle que la lutte contre la corruption, que ce soit au sein de la police ou dans d'autres institutions, reste forte. Le slogan est le même. Pas de pitié pour un officier corrompu, ce qui signifie un licenciement automatique. Ces 198 officiers congédiés par l'administration du président Kagame sont de différents rangs et grades et ont été renvoyés pour diverses pratiques déloyales et d'inconduite. La plupart de ces policiers étaient impliqués dans des affaires de corruption sous la forme de sollicitation de pots de vin, un acte qui conduit à un licenciement automatique en vertu de la réglementation de la police rwandaise. Merci Daoud Diouf. Voilà Antoine, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci à vous Sornanata. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la flambée des prix des denrées de première nécessité, c'est dans quelques minutes. Rebonjour cher Tidiane. Bonjour à vous Antoine. En ouverture de cette page des sports, l'afro-basket masculin, le Sénégal se prépare au tournoi de Bamako. Oui, il est bon de rappeler que les Lions du Sénégal étaient demi-finalistes au dernier Afro-Basket et se préparent en tout cas à participer au tournoi de Bamako. C'est du 17 au 19 mars prochain. L'équipe entre en regroupement la semaine prochaine avec une seule ambition, se qualifier selon le directeur technique national, Maguette Diop, que nous avons joint ce matin au téléphone. Il se trouve que lors de la dernière réunion de la FIBA, au niveau de la zone, il y a eu 3 équipes qui sont engagées. C'est le Sénégal, le Mali et la Guinée. Et la FIBA a décidé de faire un tournoi en aller-retour. Donc c'est un tournoi qu'on va jouer à Bamako, du 17, 18, 19 à Bamako. Et le 24, 25, 26, on jouera le tournoi de tour à Dakar. Ce tournoi-là va regrouper 3 équipes, à savoir le Mali, le Sénégal et la Guinée. Et à l'issue de ce tournoi, à 2 matchs, donc c'est 2 tournois, donc nous allons qualifier 2 équipes pour la zone. Pour le moment donc, on se prépare à ce tournoi de Bamako. Et ce qui est sûr que
nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Ça ne va pas être facile. Et c'est vrai qu'à pareil moment, il y a tous les joueurs qui sont dans les clubs. Mais nous, au niveau de la fédération, nous sommes en train de faire le nécessaire pour avoir la meilleure équipe possible. Parce que n'oubliez pas que ce tournoi-là est qualificatif et que nous, à notre niveau, nous voulons se qualifier d'abord pour la probation. Donc, il faut faire le nécessaire. Ça ne va pas être facile, c'est vrai, mais je pense que nous allons nous préparer. Donc, on va entamer la préparation de la semaine prochaine déjà avec un groupe local qui doit entamer cette préparation et on va voir maintenant avec ce groupe local-là les expatriés qui viendront vraiment nous aider dans ce sens. Donc vraiment, on est en train de travailler dans ce sens-là pour avoir la meilleure équipe possible. Bon de rappeler que Bamako constitue la première manche du tournoi. La seconde manche se joue à Dakar, c'est du 24 au 26 mars. Seules 3 nations y participent. Le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau ont désisté. Antoine Diouf. Le football, compétitions africaines des clubs Niary Tally et Union sportive de Gorée à l'assaut du continent. Et c'est ce week-end, Niary Tally en Coupe CAF et Union sportive de Gorée en Ligue des champions qui vont plonger donc dans les phases préliminaires. Niary Tally accueille au Royal Athletic Club de la Guinée, tandis que les insulaires sont au Cameroun. Sodaka. Niary Tally qui découvre pour la première fois la Coupe CAF fait face à un club camerounais, APGS Mfou, novice également pour cette compétition, et US Gorée face à Orea AC pour la Ligue des champions. Pour ces genres de compétition, les chances du Sénégal sont minimes, nous dit le journaliste sportif à l'APS, Salif Diallo. Ça va être un match extrêmement difficile pour l'équipe de Niary Tally qui n'a jamais été en Coupe de la CAF. Pour l'Union sportive de Gorée, elle va jouer contre un gros morceau, le Orea de Conakry, qui est devenu une force au niveau de la sous-région. On sait que ce club-là recrute les meilleurs joueurs au niveau de la sous-région. Ça va être extrêmement difficile pour les clubs sénégalais qui, d'habitude, depuis quelques années, n'ont même pas l'habitude de passer ces tours préliminaires. Tout le contraire, pour l'ancien international et un habitué de ces compétitions africaines, Lamine Mboup estime que les clubs sénégalais ont une chance égale à leur adversaire. Seulement, il faudra y aller avec intelligence. Le problème sera d'aller bien pouvoir gérer le match à l'extérieur. Et pour gérer ce match à l'extérieur, il faudra que l'entraîneur mette en place une stratégie défensive qui pourrait les sécuriser à ce qu'ils reviennent avec un score qui ne serait pas trop large. Et surtout faire attention à l'arbitrage à l'extérieur, demander aux joueurs d'être beaucoup plus concentrés et attentifs et de ne pas créer beaucoup de fautes dans les surfaces de réparation. Parce que généralement, les clubs sénégalais sont lésés quand ils vont à l'extérieur et ça c'est un plus qui pourrait peut-être aider ces équipes à finir bien dans les compétitions africaines. Les clubs sénégalais entrent en jeu ce samedi. Actuellement, ils affûtent leurs armes. Royal Athletic Club Niary Tally, c'est prévu donc dimanche à Conakry, mais la veille, c'est-à-dire samedi cette fois-ci à Dakar, en Coupe, en Ligue des Champions plutôt. L'Union sportive de Gorée, équipe championne en titre, reçoit donc Royal Athletic Club, tandis que Niary Tally va jouer contre APGS Fou. Ce sera donc dimanche au Cameroun. Antoine Diouf, c'est bien cela. Le football toujours, les coupes nationales et autres championnats se jouent en Europe ce soir. En France d'abord, on est à la 24e journée, ce soir à 18h. Quand accueille les Girondins de Bordeaux. Le club leader AS Monaco est à Montpellier. Donc Monaco qui est en tête avec 4 points de plus que son dauphin, Paris Saint-Germain, qui joue à partir de 20h contre l'équipe de Lille. Serie A, nous parlons du championnat italien. 23e journée. AS Roma 3e au classement, accueille Fiorentina 7e. Notez que la Juventus de Turin est solide leader en Allemagne. Ce sont les 8e de finale de la Coupe nationale. À 17h30, Hambourg, Cologne, 19h45, Bayern Munich, Wolfsburg. En Espagne, demi-finale retour, 20h donc la Coupe nationale. L'FC Barcelone fait face à l'équipe d'Atlético Madrid lors de la manche aller. Les Blaugrana, comprenez par là, donc l'FC Barcelone l'avait remporté face à l'équipe de Colchoneros par la marque, plutôt c'est la marque de 2 buts à Antoine Diouf. Cher Tidiane Diagne, merci pour cette page des sports. RFM, la chronique du jour. La chronique de Papa Sambakan. J'ai un problème avec ce débat renaissant sur l'avortement médicalisé. Le même gros problème que j'ai eu avec le débat apparemment déjà oublié sur le rétablissement de la peine de mort dans notre pays. On peut être pour ou contre ceci ou cela, sans risque aucun. Ça sert à ça, la liberté de penser. Et l'on peut exprimer son opinion sans entrave. Ça sert à cela aussi, la liberté d'expression. Mais ces deux outils intellectuels et juridiques, grands acquis démocratiques, ne valent rien si elles ne permettent pas aux sociétés qui en disposent de surmonter leurs contradictions pour résoudre leurs problèmes.
La différence entre les deux débats sur la peine de mort et sur l'avortement médicalisé, c'est que la loi sénégalaise a déjà établi les sanctions applicables aux crimes visés par les partisans du rétablissement de la peine capitale et donc tranché l'affaire par anticipation, et que ce n'est pas le cas pour l'interruption volontaire des grossesses issues de viols que visent les partisans de la légalisation en milieu médical de l'avortement. Notons bien volontaire et médical. Ça veut dire que les personnes visées par la loi auront le choix d'en jouir ou pas, le cas échéant en toute sécurité. Gageons que si ces partisans, principalement des partisanes, et l'on se demande d'ailleurs pourquoi les hommes laissent-ils ce combat aux femmes, avaient proposé cette loi avant qu'un vent de dévotion absolutiste d'autres voté en d'autres temps pour réglementer la santé reproductive. Aucune de nos lois en vigueur sur cette question, pour ne pas dire aucune de nos lois tout court, n'est inspirée par quelque religion, dont celles qui sanctionnent les crimes et qui, on l'a vu, ont été laissés en l'état après les excitations en réaction au meurtre odieux de la vice-présidente du Conseil économique et social. Or, la grande similitude entre les deux débats, c'est qu'on trouve en leur cœur la religion musulmane principalement, il faut être juste. Ceux qui ont choisi de convoquer cette dernière dans ces deux problématiques sociétales forcément complexes, nécessitant un échange pluraliste serein, seul apte à en faire saisir les vrais enjeux pour en tirer une conclusion utile, ont introduit dans les débats un argument non négociable, rigide. Du coup, il ne pouvait plus y avoir de débat. Ne pouvait donc plus prospérer que la controverse et ses corollaires, les invectives et indexations, dont il ne sortira rien de bon pour personne. Or, il fallait absolument rester serein si on voulait une issue utile à tous, et non à quelques-uns seulement, encore que ce ne serait que des satisfactions improductives d'amour propre. J'en veux pour preuve la voie de garage où a fini le débat sur la peine de mort qui a failli diviser le pays. Rien n'a été réglé après que des secteurs entiers de la société se sont étripés à longueur de colonnes dans les journaux et de vociférations et mouvements de menton sur les ondes. Jusqu'au prochain crime horrible qui va nous rappeler dans l'arène médiatique. On tourne donc en rond au lieu d'avancer. Ce n'est pas bon pour un pays, en quelque domaine de son évolution que ce soit. En bloquant le débat sur l'avortement médicalisé avec l'argument non négociable de la religion, ces pourfendeurs vont obtenir le même résultat qu'avec l'affaire de la peine de mort. Sauf qu'ici, il ne se passera rien alors qu'il ne s'est jamais rien passé. L'Assemblée nationale va être sensible aux menaces des associations et ONG religieux et ne votera pas la loi. Les dites associations ne proposeront rien en contrepartie pour mettre fin aux viols et abus sexuels, et s'ils sont suivis de grossesse, les victimes continueront à mourir et à devenir folles suite à des avortements clandestins à l'aiguille de tricotage dans des endroits inappropriés et à des infanticides horribles qui en feront des criminels. Leur vie gâchée. Mais la bonne conscience, bon marché, sera sauve. Silence. Il faut laisser mourir ces pauvres filles, victimes d'une société où seuls les forts s'en sortent. Car je n'ai jamais vu personne réclamer avec autant de zèle que l'on coupe la main des voleurs ou que l'on lapide les gens coupables d'adultère. RFM, la presse du jour. Bonjour Barthélémy Ngom. Bonjour. C'est par l'intimidation que le régime essaie de cacher ses magouilles. Ousmane Sonko charge ainsi Macky Sall et son équipe dans un entretien exclusif accordé à l'Observateur de ce matin. Le leader de PASTEF déclare qu'avec Macky Sall, il y a plus de scandales en 4 ans qu'avec Abdoulaye Wade en 12 ans. Sans réserve, Sonko ravage tout sur son passage. Il annonce de graves révélations les jours à venir. Mais d'ores et déjà, il dit à mon confrère ce que risque Macky Sall en 2019. Interpellé sur la 12e législature, Sonko se lâche. Les gens de la majorité ne méritent pas d'être députés. Ils ne méritent même pas d'être des plantons dans une institution sérieuse, souligne le patron de PASTEF. Entretien à lire à la page 4 de l'Observateur. Enquête plonge en profondeur et fouille la gestion et le bilan de la SAPCO. Le journal constate un gouffre à milliards. La preuve, selon Enquête, en 4 ans, la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques a reçu des subventions cumulées de 16 milliards de francs CFA sans faire de résultats. Enquête indexe des anomalies dans la passation des marchés. Libération de son côté évoque également
également une violation du code des marchés sur une autre affaire. Révélation sur Mina Distribution, sur Laser et la convention de 71 milliards de francs CFA. Mon confrère évoque de troublantes commissions à la Bank of Africa. Les auditeurs de la RMP dénoncent une superposition de commissions qui rémunèrent le même service. 3 paiements de 24 milliards de francs CFA et un taux de remboursement des avances de 60% en violation du code des marchés, écrit Libé. Vox Populi revient sur la crise au Parti socialiste avec les incidents du 5 mars 2016 à la maison du parti. Le journal donne la parole à Chersek qui mouille Khalifa Sall. Il doit être exclu du Parti socialiste, déclare le député socialiste et maire de Ndindi. Dans l'entretien, il revient sur la casse au siège du PS et soutient que parmi les jeunes qui ont cassé les vitres des véhicules des ministres, il y avait le fils du frère de Khalifa Sall. Il ajoute que Bamba Fall, tout le monde l'a vu à l'action en train de donner des instructions aux nervis. Chersek termine pour dire qu'ils étaient au courant de la réunion qui s'est tenue à la piscine olympique la veille de la rencontre. Dans tous les cas, Khalifa Sall est sur les traces de Macky Sall, estime Walf Quotidien qui met en exergue les retombées d'une possible exclusion du PS. S'il part, il perdrait l'appareil politique du Parti socialiste mais gagnerait beaucoup en sympathie qui pourrait se traduire dans les urnes. L'exemple de Macky Sall est toujours là, note Walf Quotidien. Chassé de son poste de numéro 2 du Parti démocratique sénégalais et de la présidence de l'Assemblée nationale, puis accusé de blanchiment d'argent, il prend son destin en main, crée son parti, remporte toutes les localités de Fatick lors des locales de 2009 avant d'accéder à la présidence de la République avec l'APR en 2012. L'un dans l'autre, Rewmi note que Tanor et Khalifa Sall refusent de se battre avec cette situation de ni paix ni guerre au Parti socialiste. Présidence de la Commission de l'Union africaine, échec du Sénégal, Macky Sall dédouane les voisins du Sénégal dans Sud Quotidien. À défaut de la déchirer, Macky tourne simplement la page, mais retient tout de même que le professeur Bathily était le meilleur candidat, mais ce n'était pas un concours, mais plutôt un choix de pays souverain, rappelle le président de la République qui persiste dans le soleil. Le Sénégal ne garde aucun sentiment amer à l'égard de ses voisins. Des métiers sans bonheur, l'AS en fait un dossier ce matin. Il s'agit des laveurs de cadavres, des médecins légistes, des policiers, procureurs et fossoyeurs. Horreur au travail, titre mon confrère qui s'immisce ainsi dans l'intimité bouleversante de ces professions où le macabre domine et laisse peu de place au bonheur. Santé, diplomatie, sport, Direct Info parle d'un échec total. La santé va mal au Sénégal et ce n'est point une lapalissade que de le dire. La plus parfaite illustration, note mon confrère, est servie par la mort de l'unique appareil de radiothérapie dont le Sénégal disposait pour les cancéreux. La diplomatie, elle, est en perte de vitesse. Elle a connu un cuisant échec avec la défaite de Abdoulaye Bathily dès le premier tour lors de l'élection pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Pour le sport, c'est encore un échec des Lions lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Le rêve a été brisé alors qu'ils étaient nombreux, les Sénégalais qui croyaient dur comme fer que c'était le temps de l'équipe nationale du Sénégal. Au regard de tout cela, Direct Info note qu'un remaniement s'impose. Macky, lui, tourne cette page CAN et s'oriente vers le mondial. Stade Quotidien mentionne cette phrase du chef de l'État. On doit se qualifier à la Coupe du Monde, dit-il, à l'endroit des fédéraux, et il invite les acteurs du foot à redoubler de vigilance. Elhadji Ousseynou Diouf dans Sport Eleven se veut plus clair. Pour lui, le niveau du foot africain a considérablement régressé. Bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur la flambée des prix des denrées de première nécessité et vous avez la parole. Nous avons déjà les deux intervenants en ligne. Ousmane Bey, le directeur du commerce intérieur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur Diouf. Il y a également maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs. Bonjour maître. Oui, bonjour. D'abord, Ousmane Bey, dites-nous, comment en est-on arrivé à cette situation de flambée des prix? Est-ce dû à une mauvaise régulation du marché ou bien à un mauvais approvisionnement? Oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le marché sénégalais est caractérisé par une offre essentiellement importée, en tout cas pour l'essentiel des produits de grande consommation. Il s'est trouvé que, en tout cas pour l'essentiel de ces produits, c'est un marché, une conjoncture mondiale un tout petit peu difficile ces derniers temps. Si nous prenons le cas du riz, qui est la denrée la plus consommée au Sénégal, nous en consommons pratiquement plus de 1 million de tonnes. Il se trouve que l'essentiel de cette offre-là est importé et concernait le riz brisé d'origine indienne. Alors, en fin d'année, cette offre-là s'est rétrécie et a laissé la place à d'autres variétés dont le niveau de qualité est relativement plus élevé, avec des niveaux de prix légèrement aussi plus élevés.
c'est ce qui explique la situation du riz. Alors, c'est une situation aussi que nous espérons conjoncturelle, parce que cette offre indienne, en tout cas, va reprendre en fin février, et le niveau du prix du riz au niveau du marché mondial, en tout cas, nous permet d'espérer un retour à la stabilité, en tout cas, du prix du riz. Et ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2013, lorsque le gouvernement a procédé à la fixation du prix du riz, il n'y a pas eu, en tout cas, d'augmentation. Au contraire, nous avons vécu une stabilisation du prix du riz et des baisses très importantes de toutes les variétés de riz. Malheureusement, sur le marché, ce n'est pas une baisse qu'on a constatée, mais une augmentation. Oui, ça, je l'avoue. Il y a une augmentation du prix du riz. Et qu'est-ce que vous avez fait pour quand même... Je viens de vous donner la raison. La raison principale, c'est du fait que le riz dont le prix était homologué, c'est-à-dire la variété de riz non parfumé, cette variété étant épuisée en fin d'année, la seule possibilité qui s'offrait à nous autres consommateurs, c'est de recourir à d'autres variétés. Et je pense que s'il n'y avait pas l'offre, en tout cas d'autres variétés d'origine américaine ou pakistanaise, la seule possibilité serait de recourir au riz parfumé, dont le prix est encore beaucoup plus cher. Très bien. Nous reviendrons sur la hausse des prix des autres denrées, différentes en tout cas du riz. Alors, Maître Mansour Nakane, vous êtes toujours en ligne? Oui. Que dites-vous de la flambée des prix sur le marché local? Oui, je viens de noter avec inquiétude les aveux de monsieur le directeur du commerce intérieur, que je salue au passage, lorsqu'il reconnaît qu'il y a des hausses sur ces denrées. C'est vraiment inquiétant, parce que, comme il l'a expliqué, il y a une variété indienne qui fait partie des prix homologués. Donc, il appartient à l'État de veiller à ce que le marché soit suffisamment approvisionné pour qu'il n'y ait pas ces tensions entre l'offre et la demande, et que ça puisse entraîner des augmentations de prix. Et vous avez estimé que l'État n'a pas fait ce qu'il devait faire pour que le marché soit bien approvisionné? Non, c'est eux-mêmes qui le disent, en disant que c'est en fin d'année que l'offre indienne s'est rétrécie, etc. Non. L'État a l'obligation de constituer des stocks de sécurité, d'abord. Et en tout cas de veiller à ce que le marché soit suffisamment approvisionné pour satisfaire la demande. Donc c'est ça, mais on ne peut pas se fier aux aléas ou bien à ce qui se passe. Bon, évidemment, il y a les facteurs exogènes qui jouent. Ça, le ministre l'a expliqué, monsieur le directeur vient de l'expliquer. Mais nous, consommateurs, nous demandons à ce que l'État veille à la constitution des stocks de sécurité pour qu'il n'y ait pas justement des tensions qui font augmenter le prix. Compte tenu de ce que vous avez dit, quand même petite excuse pour l'État, non? Par rapport aux facteurs exogènes. Excuse, je pense que l'État doit vraiment faire des efforts supplémentaires pour garantir les niveaux de consommation, les stocks de sécurité. C'est une obligation et nous pensons que l'État doit y veiller. En outre, pour éviter qu'il y ait des spéculations sur les prix, l'État doit publier les tarifs. Il faut qu'on revienne à la publication des tarifs pour que les populations puissent dénoncer quand il y a des hausses. Mais vous savez, sur le marché c'est la réalité. C'est les consommateurs finaux. C'est eux qui vont dans les magasins ou dans les marchés pour acheter le riz. Et donc qui constatent les hausses. Très bien. Donc il faut que l'État puisse publier les prix et que les populations aussi dénoncent quand il y a des hausses. Parce que l'État ne peut pas mettre un gendarme devant n'importe quel vendeur. Donc les populations doivent aussi dénoncer. Ça, malheureusement, au Sénégal, les gens constatent, ils râlent à travers la presse, mais ils ne vont pas là où il faut. Il faut dénoncer. Alors que les services du commerce sont là. Oui, très bien. Oui, Maître, vous gardez la ligne et si vous pouvez vous déplacer un peu pour une meilleure qualité d'écoute, le temps de poursuivre et de terminer avec le directeur du commerce intérieur. Monsieur le directeur, vous nous entendez? Quelle assurance à l'endroit du consommateur
par rapport à la situation? Oui, d'abord rassurer Maître que je salue au passage que l'État a pris toutes les dispositions qui devaient être prises pour que vraiment l'offre soit suffisante. Ce qu'il y a, c'est un aléa du marché mondial. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un produit qui n'existe pas. Ce produit était épuisé en Inde. Et ce que l'État a fait, c'est de prendre toutes les dispositions pour que les variétés de substitution puissent être disponibles pour que le consommateur puisse trouver du riz quand il va au marché. Oui. Donc c'est ça que l'État a fait. Très bien. Alors, par rapport maintenant aux autres denrées dont les prix ont connu une hausse. Oui, sur l'huile, c'est encore la conjoncture internationale défavorable. Nous avons reçu... Toujours la conjoncture internationale. Ah oui, en tout cas sur l'huile, la situation est beaucoup plus compliquée parce qu'on a eu une hausse du prix de toutes les variétés d'huile. Au Sénégal, nous consommons l'huile de palme et l'huile de soja ou de tournesol. Alors, ces deux variétés ont connu des niveaux de hausse allant de 25 à 40%. Donc, c'est ce qui a expliqué un peu une variation des prix de l'huile. Et la variété qui était homologuée, c'est-à-dire la dosette de 250 millilitres, aujourd'hui fait l'objet d'une demande de réajustement du prix que nous sommes en train d'examiner dans le cadre du comité de suivi des prix. Alors, aujourd'hui, c'est de travailler sur un mécanisme de soutien au prix de l'huile à soumettre au gouvernement pour validation. C'est là où nous en sommes pour l'huile. Très bien. Pour l'huile de palme, qui est beaucoup plus consommée, nous encourageons aujourd'hui les importations en provenance des pays communautaires, sachant que ce sont des produits qui sont exemptés de droits de douane en application du tarif extérieur commun de la CEDEAO et qui contribuent à atténuer le prix de l'huile en tenant compte un peu de cette augmentation du marché mondial. Pour le sucre, par contre, la situation est totalement différente. Parce que pour le sucre, on n'a pas un problème d'offre, nous avions un problème de distribution du sucre. La CSS a repris sa production depuis fin novembre et constatant ces problèmes de livraison, nous avons tenu une réunion avec les 12 premiers grossistes de la CSS et la CSS pour voir quelles étaient les raisons qui expliquaient un peu ces difficultés de livraison. Très bien. Alors, les raisons étant identifiées avec l'ensemble des acteurs, des dispositions ont été prises en début janvier. Et en fin janvier, 23 000 tonnes ont été injectées dans le réseau de distribution pour une demande estimée autour de 15 000 tonnes. Donc aujourd'hui, vous retrouvez du sucre cristallisé partout dans les circuits de distribution. Très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait noté aussi une spéculation sur le prix du sucre. Et à ce niveau-là, toutes nos équipes sont mobilisées pour faire de sorte que les pratiques tout cela. Vous dites? Arrêtez ça. Arrêtez les spéculations, pour arrêter la spéculation. Et à ce niveau-là aussi, je salue l'invite que vient de faire Maître Massokhna, en disant que l'État ne peut être aidé que par les consommateurs. Très bien, c'est bien les clair. Les gens qui constatent des pratiques de prix illicites sur le sucre cristallisé, saisissent les services du commerce qui sont partout sur l'ensemble du territoire, pour qu'en tout cas les véritables prix soient rétablis. Merci Michel le directeur. C'était Ousmane Baye, le directeur du commerce intérieur. On termine avec vous, maître. Alors, avez-vous l'impression que le consommateur est laissé à lui-même face à la flambée des prix sur le marché? Je voudrais dire un mot sur le sucre. Oui, rapidement. Parce que quand il y a eu tous ces problèmes, c'est parce que simplement la CSS maintenant exige de livrer, a décidé de ne livrer qu'à Richard Toll, alors qu'avant on livrait dans les grandes villes. Non seulement c'est une augmentation déguisée, parce que ça obère les frais de transport des distributeurs, et ça je pense que l'État devrait revenir sur ces mesures-là, mais il faut que l'État renforce les contrôles et aussi les sanctions. Il faut que les sanctions soient augmentées. Il y a des spéculateurs, il y a des gens qui spéculent, et les victimes, ce sont les consommateurs finaux. Donc, vraiment, nous demandons à l'État de renforcer le contrôle et aussi d'appliquer toutes les sanctions, dans toute leur rigueur. Bien. Merci, Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel de quelques titres. Casamance, le MFDC veut une paix définitive et inclusive. Cette paix doit passer par des négociations et l'implication de tous les acteurs du processus en cours. C'est le sentiment exprimé lors de la rencontre de Mongondan, le Bignona. Le nouveau code de la presse sera voté dans 6 mois. Une annonce du secrétaire d'État à la communication, Yakhambay, disparition de Cheikh Anta Diop. Il y a 31 ans, quand le pharaon du savoir tirait sa révérence, ces œuvres seront introduites dans les programmes d'enseignement au Sénégal.
Les acteurs de l'école s'en félicitent. Et puis, l'une des victimes de Boy Guinée se signale à nouveau. Papis Konaté, à qui Modoufal a volé 42 millions, dénonce les lenteurs du dossier dans la justice, que la justice est en train de traiter. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique.